l'heure de votre rendez-vous d'information sur la première. Yarana, merci de votre fidélité. Voici les titres que nous allons développer. La CPS de nouveau épinglée par la Cour des comptes. La Chambre ne fait pas dans la dentelle. Elle met en exergue un manque de rigueur, de transparence et d'efficacité dans la gestion des ressources humaines. L'organisme de gestion qui poursuit son travail de dématérialisation, il ne sera bientôt plus nécessaire de se déplacer pour déposer son arrêt maladie. Tout se fera en ligne. Les employeurs disent oui. Les habitants de Fakarava vont bientôt pouvoir profiter pleinement de l'électricité. La pièce maîtresse de la centrale électrique est arrivée à bon port. Jacques Damour et son invité nous diront si tout sera opérationnel dès demain. Et enfin, dans l'Hexagone, c'est une fabrique de champions. Le Stade toulousain envoie 2 formateurs au Fénois pour former de futures pépites du rugby. Une vingtaine d'adeptes en profitent. En un an, il s'agit du 3e rapport accablant dont les salariés se seraient bien passés. 127 pages décrivent une gestion désordonnée des ressources humaines entre 2017 et 2021. Mais ce qui suscite le tollé général, ce sont les primes d'assiduité. C'est inadmissible, confie le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Les détails avec Nicolas Suire et Patita Savia. Plus d'1,5 milliard de francs pacifiques de primes et d'indemnités distribuées aux salariés de la CPS en 5 ans, soit 300 millions de francs par an, dont les 2 tiers sont reversés en primes d'assiduité, une aberration pour le président de la Confédération des PME. Pour nous, c'est inadmissible. Enfin, dans le secteur privé, on ne fait pas comme ça. On paye les gens pour travailler. On ne met pas des primes pour être sûr qu'ils viennent au travail. Ça, c'est des gens, c'est du droit, c'est typiquement métropolitain. Et voilà, nous, on préfère des primes à des gens qui font plus que leur travail. Un droit, selon CSTPFO, dont le secrétaire général est aujourd'hui à la tête du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale et qui considère cette prime comme un 13e mois. Un 13e mois, c'est un 13e mois. Après, les modalités sont différentes suivant la manière dont on voit la chose. Ça fait partie des protocoles d'entreprise. Le 13e mois, ça n'existe pas que simplement à la CPS. Maintenant, si vous nous dites c'est injuste que les gens de la CPS ne doivent pas avoir le 13e mois, alors c'est un autre sujet. Problème pour Ooe Toerima qui considère que la prime devrait être en plus du 13e mois. Il est sûr que les accords d'entreprise ne sont pas respectés et que l'interprétation de Ooe Toerima, c'est que le 13e mois, c'est une indemnité à part et que l'assiduité est une indemnité à part. En tout cas, cette prime d'assiduité est loin d'être populaire, au même titre que les autres avantages énoncés dans le rapport. Pour Christophe Plé, un nouvel accord d'entreprise doit être mis en place pour réduire les coûts. La Chambre territoriale des comptes a formulé 13 recommandations à la CPS. Et nous avons appris aussi dans ce rapport qu'Yvonique Raffin, ancien directeur de la CPS, a bénéficié d'une prime de départ de 9,4 millions de francs pacifiques avant d'être nommé ministre de l'économie et des finances en septembre 2021. Une prime qu'il avait fait inscrire dans son contrat de travail. Depuis l'an dernier, l'organisme qui gère notre sécurité sociale s'est lancé dans un chantier de dématérialisation. Après le e-service Tato ou encore Titeti Ohipa, une application verra le jour pour les arrêts de travail, 60 000 santé mis chaque année. Objectif affiché, une meilleure fluidité, réactivité et efficacité dans le traitement des données. Les explications de Rowan Potorou et Patrick Singsi. Déposer son arrêt de travail à la CPS sera dans quelques temps plus une gageure pour beaucoup. Un projet de dématérialisation via une application est en cours pour moderniser et faciliter les opérations entre le patient, l'employeur et la caisse de prévoyance sociale. Pour 4 à 5 jours de traitement des données, l'application permettra de le faire en quelques heures pour les 60 000 arrêts répétés par an. L'intérêt de l'application est triple. Le premier, c'est que le patient puisse notifier à la caisse de prévoyance sociale son arrêt de travail sur un système sécurisé et en même temps son employeur. L'autre intérêt, effectivement, il y a un suivi du traitement de son arrêt de travail et enfin, il y a un souci de suivi épidémiologique en cas d'épidémie. Beaucoup plus simple pour nous, employeurs, et pour les employés de se déplacer à la CPS, les déposer. Si c'est une connexion en ligne, ça sera beaucoup plus pratique pour eux et pour nous. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On évite le gaspillage des papiers, l'encre, tout ça.
On évite aussi de se déplacer, donc ça bouge moins la route. Et après, je ne sais pas s'il n'y a pas de faille quelque part. Du côté des professionnels de la santé, la démarche facilitera de beaucoup le suivi en temps réel des traitements prescrits aux patients, un outil efficace également en matière de vigilance contre d'éventuelles épidémies. C'est une amélioration pour les patients parce que les choses seront plus simples. C'est une amélioration du suivi des maladies parce que le ministère de la Santé sera informé et la CPS seront informés en temps réel des pathologies, des maladies qui circulent. Ce n'est pas un système pour tracer ou géolocaliser les dérives en matière d'arrêt maladie. Pas à ma connaissance et pas tel qu'on l'a compris. C'est juste un outil d'échange d'informations entre le médecin, la caisse et le patient aussi. Pour l'instant, l'application est encore en cours d'élaboration. Elle devrait être mise en route d'ici 2025 après une phase de test d'1 an prévue pour janvier prochain. Rappelons par ailleurs que la Cour territoriale des comptes avait pointé dans un rapport publié en novembre 2022 la lenteur du processus de digitalisation mis en place par la CPS. C'est au tour du conseil municipal de Mahina d'accueillir le président du pays et son gouvernement dans ses locaux. Une première pour le maire. Lui et ses conseillers municipaux ont profité de l'occasion pour échanger sur des sujets d'intérêt commun, comme l'installation d'un Fareora, un guichet unique pour toutes les démarches administratives qui concernent la commune, le pays, voire d'autres opérateurs. La ville s'est engagée à le mettre en œuvre. Autre sujet de discussion, l'élargissement de la RT2 pour une troisième voie. Damas Tewira répond à Arihwetif Afanaï Jérôme. J'ai jamais assisté à un conseil des ministres délocalisé en tout cas. Et ça s'est passé bon dans le fond. On a beaucoup échangé, on a regardé des thématiques communes avec eux sur des projets de développement communal sur différents sujets. Et je suis très satisfait du retour d'expérience que j'ai eu en présence de l'ensemble des ministres. Et prochainement, ce sera au tour de la ville de Punaouia d'accueillir le Conseil des ministres délocalisé. Un mot de justice. Jean-Christophe Bouissou est blanchi dans l'affaire impliquant l'homme d'affaires Bill Ravel et le syndicaliste Cyril Le Gaïc. Selon Tahiti Info, c'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete qui confirme le non-lieu. Bill Ravel et Gaston Tétouanoui seront, eux, jugés en correctionnel pour trafic d'influence. Une nouvelle escale à Fakarava ce soir où le transformateur tant attendu est arrivé. Si les pensions de famille ont subi les conséquences de la longue panne d'électricité, les habitants aussi ont dû rivaliser d'imagination pour conserver leurs aliments réfrigérés. Sur place, Jacques Damour et Gilles Tautou. Justine et son époux vivent ici dans la maison de ses parents à quelques kilomètres de Rotoava. Avec leur nourrisson, la période du blackout a été une période très très difficile à vivre. Le plus que ça a été difficile, c'est qu'on a perdu notre nourriture en fait. Tout a été décongelé et du coup, ça tout, on a dû soit donner pour mes frères et tout, pour nos tatis, il fallait donner quoi. Ou sinon, tout ce qui était à jeter, c'était pour nos chiens quoi. Leur mode de vie a dû très vite être réorganisé. Il a fallu coûte que coûte veiller au confort de bébé et de la maisonnée. On mangeait tôt. Parce que comme il y a un bébé et tout, il faut vite faire tôt avant que ça fasse nuit, quoi. Parce qu'à travailler, à faire la nourriture avec une lampe, ça ne va pas se faire. Pour l'ensemble des habitants, l'usage et l'importance des moripatas ont été capitales, même s'il a fallu se débrouiller pour les recharger. C'était ça le moripata et mon fils il venait chercher le chargeur pour charger chez O2 comme il est capitaine chez O2 et ça nous sauve avec ça, avec lampe moripata, nos vinis, alors les enfants chargés dans leur de travail quoi. Une expérience qui ne devrait pas revivre car après 10 heures de navigation, le bateau de la commune de Rangiroa est arrivé cette nuit à Fakarava avec à son bord le transformateur tant attendu. On a quitté 13h Rangui, puis on a fait 10 heures de temps de marche. On est arrivé hier soir à 23h, ici à Fakarava. Mission accomplie. Pendant que le Kobia 3 accoste, avant de débarquer une dizaine de groupes électrogènes de petite et moyenne production, à la centrale de l'atoll, sous la houlette d'un technicien EDT,
l'équipe s'active. EDT a mis à disposition de la commune à titre gracieux un transformateur qui va pouvoir remplacer la self défaillante et à ce moment-là, la commune sera donc de nouveau apte à fournir de l'électricité pour ses habitants. Si tout se passe comme prévu, une coupure générale d'une durée estimée à 2 heures affectera l'ensemble des usagers de l'atoll demain jeudi. La principale difficulté, c'est de savoir si finalement on n'a pas d'autres problèmes sur le réseau qui auraient pu conduire à une défaillance de l'ancienne self. On a fait quelques contrôles sur le réseau, nous n'avons pas trouvé de défaillance majeure. Donc aujourd'hui, on est assez confiant de dire que demain, normalement, tout devrait revenir dans l'ordre. C'est ce que fortement espèrent les habitants de Fakarava. Nous restons sur l'atoll pour accueillir en direct notre envoyé spécial, Jacques Damour, Yarana. Est-ce que l'on peut dire que tout sera rétabli maintenant que la pièce mécanique a été réceptionnée ? Yaorana, écoutez, pas tout à fait, parce que effectivement la saga de l'épisode de transport a été résolue, parce que la pièce est arrivée effectivement ce matin, mais la plus grosse partie reste à faire. Alors pour en parler, à mes côtés, j'ai le Tavana de l'atoll, Étienne Marot. Yaorana. Alors dites-moi, Tavana, maintenant que la pièce est là, qu'est-ce qui va se passer demain ? D'abord, permettez-moi, j'ai envie de profiter ce soir et dire bonsoir à mes administrés qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir. Alors oui, écoute, je confirme déjà d'abord que la pièce elle est bien sur Fakarawa. Alors ça a été acheminé de Rangiroa hier soir et je profite aussi, avant que j'oublie, j'adresse cette serment de la société EDT Boyer, leur aide à la commune de Fakarawa. Alors demain, qu'est-ce qui va se passer? Une journée très importante? Ah oui, bien sûr, même aujourd'hui, c'est très important. Et demain, c'est un peu plus précieux. Donc, c'est-à-dire que demain, les techniciens vont essayer de lâcher le courant vers midi, 14h. Alors effectivement, Tavana, cette pièce est arrivée. Bon, ce n'est pas une pièce neuve, c'est une pièce d'occasion. Est-ce que la commune, vous en l'occurrence, vous avez pris des mesures pour remplacer ce matériel par du neuf, oui ou non? Écoute, si la semaine dernière, j'étais à Tahiti dans ma direction, on en a, comme j'ai déjà parlé, on est orienté aussi à des sociétés qui font des recherches. Donc, ce sont des pièces qui sont hors de nos territoires et c'est pas aussi facile. Donc, si je vous confirme, on en a déjà discuté, c'est en cours. Vous avez une idée un petit peu du temps que ça mettra pour que cette pièce parvienne jusqu'à vous ici sur l'atoll? Voilà, on le sait tous, aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc je pense, à ma connaissance, il faut 2 mois ou 3 mois même d'acheminement jusqu'à Polynésie. Alors Tavana, un message à faire passer à vos administrés concernant l'opération précieuse qui va se dérouler demain, puisqu'il y aura le branchement. Oui, le branchement, oui, demain, c'est fini le branchement aujourd'hui. Demain, c'est une opération de test. Ils vont lâcher cette courant de 20 000 volts. Et c'est précieux demain. Donc, là, on verra demain qu'est-ce que ça donne. Et donc, pour cela, vous allez devoir faire une coupure générale, le temps de faire la manipulation? Oui, oui, une coupure générale vers midi. Et jusqu'à 14h. Voilà, Yata, ce que l'on pouvait dire ce soir ici sur l'atoll. En tout cas, il y a de l'espoir et on espère que demain, tout se passera convenablement pour que la situation redevienne normale. Merci beaucoup, Jacques Damour et Gilles Tautou, pour ce point en direct depuis Fakarava. On reste dans les îles, à Rurutu. Le corps de Inetearwa Mairaumi a été rapatrié dans son île natale. La jeune femme militaire est décédée la semaine dernière en France dans un accident de la route. Ses amis et sa famille ont pu lui rendre un dernier hommage grâce à la générosité des Polynésiens. Une messe est célébrée ce soir avant l'inhumation prévue demain. Cette information pratique, la route OPK 44 à Hitia-Aotera est accessible de nouveau depuis 16h cet après-midi. Le laboratoire des travaux publics maintient toutefois une surveillance
sur la zone. Du sport maintenant. Large victoire des Bleus face au Panama grâce notamment à un triplé de Kadidiatou Diani. Elles remportent leur ticket pour les huitièmes de finale avec un score de 6-3. 6 buts en Coupe du Monde. L'équipe de France ne l'avait jamais fait. Leur prochain adversaire reste encore à définir ce soir. Un tir de loin et un rebond finalement à la 99e minute. Et enfin, des stages de perfectionnement sous la houlette de 2 coachs du Stade Toulousain, une opportunité offerte aux adhérents du Pape-Été Rugby Club. Ils séjournent 2 semaines au Fénois et depuis 3 jours, les moins de 14 ans perfectionnent leur technique à leur côté. Arihouetif Afana et Jérôme Lee étaient sur le terrain, regardez. Ils font partie des millions d'enfants au monde qui rêvent de jouer dans les plus grands clubs de rugby. Gabin le sait, le chemin est long et chaque entraînement compte. La présence de Marco Dantin et Philippe Laurent, 2 coachs professionnels du Stade Toulousain, est d'une aide précieuse pour réaliser son rêve. C'est bien parce que ça nous entraîne plus. Ils sont plus performants que des coachs, vu que c'est des pros. Et voilà. Donc c'est quoi ton objectif à long terme dans le rugby ? C'est de m'améliorer tous les jours, de plus en plus. Le rugby est tout d'abord un sport d'équipe. Les apprentis athlètes apprennent les bases de chaque poste. Moi, c'était de guider. Qu'est-ce que tu as aimé dedans ? Diriger, je trouve ça bien. C'est vraiment une opportunité de faire ça. Si les professionnels de l'entraînement sont là pour les enfants, les encadrants du Pape-Été Rugby Club ont également beaucoup à apprendre. Ça nous permet de nous perfectionner, bien entendu, de revenir peut-être à des choses essentielles qu'on a parfois un peu l'impression d'oublier ou de passer. Donc on revient sur des choses très importantes, sur des fondamentaux, ce qui nous permet de recadrer nos enseignements. Moi, ça me permet de voir leur technique d'enseignement pour corriger par rapport à comment j'enseigne et voir aussi comment les enfants écoutent pour percuter. Voilà. Et faciliter mon travail pour après quand ils seront partis. Marco Dantin a amené les U18 de Toulouse sur la plus haute marche du podium au championnat de France cette année. Une réelle opportunité pour le Pape-Été Rugby Club de l'accueillir. Le but, c'est d'amener les gens le plus haut possible. Et s'il y a des enfants d'ici qui ont des capacités, le club du Stade Toulousain sera heureux de les accueillir pour les aider à se développer. Il y a Taïva Jacquelin qui a fait France A7 et qui a un joueur extraordinaire. Et personne n'est aveugle sur les capacités morales et physiques des jeunes Tahitiens. En partenariat avec le Pape-Été Rugby Club, Marco et Philippe seront encore là jusqu'à la semaine prochaine. Ce week-end, c'est au tour des seniors de s'entraîner comme des pros. Les primes d'assiduité dont bénéficient les salariés de la CPS suscitent l'indignation. C'est l'actualité phare développée dans cette édition. Plus d'1,5 milliard de francs de primes et d'indemnités ont été versés entre 2017 et 2021. 2 tiers de cette enveloppe sont consacrés aux primes d'assiduité. Dans ce même rapport, la Chambre territoriale des comptes constate une gestion hasardeuse de la caisse. Les syndicats de salariés siégeant au conseil d'administration n'y voient aucune anomalie. À la une de votre quotidien Tahiti Info, demain, ce titre, une 3e voie pour désengorger Mahina. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien et à demain. On se quitte sur ces images de prestations de danse de la troupe de Otea de Nunoué au Heiva de Bora Bora. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.